comment justement faire ces donations de son vivant, comment, sous quel régime, quels sont les points à connaître. On va essayer de balayer ça en 4-5 sous-questions comme d'habitude. Okay. C'est bon pour toi ? Les gens, je pense, commencent à y penser de plus en plus tôt. C'est des sujets qui reviennent assez rapidement. Les conseils font leur travail et en parlent de plus en plus tôt. Ils accompagnent les chefs d'entreprise sur cette partie-là très en amont d'une succession, d'une transmission, etc. C'est que tu n'as pas le droit de donner et de transmettre ton patrimoine comme ça, n'importe comment, sans que l'État aille y regarder et notamment prenne des droits de donation ou de succession quand c'est le décès. Mais l'idée de faire une donation très tôt et en tout cas d'y penser très tôt, ça permet de renouveler plusieurs fois les abattements et donc d'avoir un levier plus important sur cette transmission. Une donation partage, c'est je donne globalement la même somme aux enfants au même moment, je me mets devant le notaire, j'enregistre ça et comme ça, cette donation est entre guillemets entérinée et on ne revient pas dessus, quoi. Si on a un actif qui vaut aujourd'hui 100 000 et on pense que demain il pourra valoir 200, 300, 500 par un remboursement de la dette notamment, il ne faut pas avoir peur de payer des droits pour pouvoir demain payer moins de droits de succession. On incite les chefs d'entreprise qui le souhaitent, qui le peuvent, à anticiper au maximal parce que si tu commences à faire ta première donation à 60 ans, déjà pour que ça marche totalement, il faut espérer que tu restes en vie jusqu'à 75 et si tu veux en faire une deuxième, optimiser, faut que tu restes en vie jusqu'à 90, donc on se rend compte que le nombre de cartouches que j'ai à utiliser est pas fou, quoi. Exactement, c'est vrai. Bon impec. Oui. Comme je le disais, aujourd'hui on est en retard. Problème logistique, crevaison de bagnole. Et oui, en 2026 ça existe encore. Même pour quelqu'un passionné de bagnole comme moi, je me fais surprendre des fois. Bref. Salut Mathieu. Désolé pour le retard. Merci pour l'accueil. Ouais. Donc c'est une première pour toi sur ta vie avec ton comptable. Tout à fait. Saison 5, tu représentes le cabinet Simea aujourd'hui. Tout à fait, je représente Simea Patrimoine. Voilà, un cabinet avec lequel on bosse depuis quelques temps maintenant, gestion de patrimoine, domaine qui nous est cher chez Bell Eden. On a une thématique aujourd'hui qu'on a remis sur la table qui est la donation. C'est un sujet qu'on avait déjà abordé dans la précédente saison de Ta vie avec ton comptable avec un certain Louis de Froissart. Après, comme je le disais en introduction, c'est pas parce qu'on a déjà traité un sujet qu'on peut pas revenir dessus. Déjà, c'est compliqué de tout traiter en un seul épisode. D'autre part, on a sur Ta vie avec ton comptable un objectif de pédagogie et comme à l'école, en fait, c'est compliqué de tout comprendre en une fois, de tout appréhender en une fois. C'est sûr. Donc on va revenir là-dessus. Est-ce que tu veux juste te présenter en 2 mots, nous dire où tu bosses, ce que tu fais et en quoi tu es légitime sur le sujet aujourd'hui? Ça marche. Donc Mathieu Garot, je représente donc comme tu le disais le cabinet Simea Patrimoine. Simea Patrimoine, on est une création il y a un peu plus de 30 ans maintenant. On est basé principalement à La Roche-sur-Yon et puis on intervient aussi sur le Choletais, sur Angers, sur Nantes. Et on accompagne principalement des dirigeants d'entreprise sur toute la partie stratégie patrimoniale au sens large. C'est pour ça qu'on va évoquer les donations qui sont un des sujets principaux quand on évoque la transmission du patrimoine notamment. Et puis après, on a une partie aussi stratégie d'investissement, et là aussi au sens large, sur toutes les classes d'actifs et avec des opérations également locales qu'on est capable de réaliser. Ça marche. Alors, on sort d'une période de négociation de loi de finances et tout ça compliqué, hein, et c'est aussi pour ça que le sujet est important. On a, alors déjà pour resituer au niveau large, on a déjà la donation et la succession, hein, oui. Et c'est un peu la différence qu'on voulait mettre en exergue dans le titre de notre épisode d'aujourd'hui, hein, c'est la donation, comment transmettre de son vivant, hein, contrairement à la succession où tu transmets post-mortem. Comment justement faire ces donations de son vivant, comment, sous quel régime, quels sont les points à connaître. On va essayer de balayer ça en 4-5 sous-questions comme d'habitude. Okay. C'est bon pour toi ? Parfait. Ok, bon, allez, c'est parti. Alors, déjà pour commencer, c'est quoi une donation de son vivant et comment anticiper toutes ces choses-là ? Ouais. Alors, une donation de son vivant, c'est relativement simple. Finalement, c'est de se déposséder d'un bien qu'on possède dans son patrimoine pour le transmettre. Donc, on a généralement une transmission qui se fait des parents vers les enfants. On donne un bien qu'on possède et qu'on le transmet à ses enfants. Après, il y a différentes façons de le faire. Il y a différents abattements qui sont disponibles. Mais de manière très simple, c'est vraiment de transmettre et vraiment de se déposséder d'un actif. Avant de rentrer un peu plus dans le détail technique, est-ce que déjà toi tu constates, alors tu es jeune, hein, encore beaucoup plus jeune que moi, mais est-ce que déjà de par ton expérience professionnelle, tu commences peut-être à constater des changements d'habitude vis-à-vis de justement cette notion de donation parce qu'il y a un truc qu'on entend souvent, c'est que les personnes qui reçoivent des donations,
qui plus est encore des successions, c'est souvent un peu trop tard ou c'est quand ils n'en ont plus besoin. Et j'ai l'impression que la gestion de patrimoine, on le sait, et toi également bien évidemment, c'est de l'anticipation. Est-ce que tu constates sur cette notion de donation justement que les gens commencent à anticiper un petit peu plus qu'avant ? C'est indéniable, il y a deux sujets. Les gens, je pense, commencent à y penser de plus en plus tôt. C'est des sujets qui reviennent assez rapidement. Les conseils font leur travail et en parlent de plus en plus tôt. Ils accompagnent les chefs d'entreprise sur cette partie-là très en amont d'une succession, d'une transmission, etc. Et puis après, il y a la notion aussi de transmettre directement aux petits-enfants, où on saute une génération et on va directement transmettre à ses petits-enfants parce que c'est eux qui en ont besoin, c'est eux qui ont des projets. Et là où les enfants sont déjà établis, ont déjà une situation déjà faite, voilà, stable. Ouais. C'est ce qu'on appelle la donation transgénérationnelle. C'est ça, exactement, okay. Et sur lequel on peut sauter des générations et pour transmettre à ceux qui en ont vraiment besoin, parce que l'idée de transmettre, c'est aussi d'accompagner des projets. Ça a du sens de ce point de vue-là. Alors, on ne va pas trop rentrer non plus dans la technique, dans les montants des abattements, que ce soit en ligne directe ou quand on saute un cran, etc. Ce n'est pas l'idée. Mais on peut quand même rappeler un principe de base qui n'est pas forcément... limpide pour tout le monde, c'est que tu n'as pas le droit de donner, de transmettre ton patrimoine comme ça, n'importe comment, sans que l'État aille y regarder et notamment prenne des droits de donation, alors, ou de succession quand c'est le décès. Mais et c'est vrai que ce principe de base, en fait, on peut avoir tendance à l'oublier ou à le méconnaître ou se dire attends, c'est mon argent, c'est mon immeuble, je peux quand même le donner à mes enfants. Non. Tu peux pas faire n'importe quoi. Il y a justement, et on va y venir après, cette notion de je peux donner... Alors, je rentre direct dans le vif du sujet, mais du présent d'usage sans formalité quelle qu'elle soit. Je peux donner des fois des sommes d'argent assez librement et facilement, mais à partir du moment où je commence à donner des sommes significatives, ça doit faire l'objet d'un suivi, d'une valorisation et potentiellement de la perception de droits d'enregistrement. Alors, c'est pas des droits d'enregistrement, c'est des droits de mutation. C'est ça, tout à fait. Par l'État. En fonction de la donation, qu'elle soit faite en ligne directe, donc parent-enfant, ou après on a d'autres abattements qui existent en fonction, par exemple, des grands-parents aux petits-enfants. On va avoir ce qu'on appelle un abattement de 100 000 euros par parent, par enfant, par période de 15 ans. Et on l'a évoqué, il y a la partie donation, il y a la partie succession, et c'est bien le même abattement qui va être utilisé pour les deux. Oui. Donc cet abattement, une fois qu'on l'a utilisé pour une donation, il faut attendre 15 ans avant qu'il se reconstitue. Et donc on a parfois des sujets où plus on va anticiper, on a parlé tout à l'heure d'anticipation dans la gestion de son patrimoine, l'idée de faire une donation très tôt et en tout cas d'y penser très tôt, ça permet de renouveler plusieurs fois les abattements et donc d'avoir un levier plus important sur cette transmission. Alors, sur cette notion de droit, de fiscalité, on va y revenir, mais avant, on va revenir justement sur la donation et quelles sont les différentes formes de donation qui existent. Moi, c'est quelque chose dont je parle assez régulièrement avec mes chefs d'entreprise qui ont des enfants, où ils me disent moi, j'aimerais bien donner ça à Mathieu, ou j'aimerais bien donner ça à un tel. Et je dis attends, là, tu es en train de mettre le doigt sur un sujet sérieux, faut pas faire n'importe comment. Souvent, quand on a plusieurs enfants, il faut potentiellement privilégier ce qu'on appelle une donation partage. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous remettre dans le contexte, don manuel, don devant notaire, partage, est-ce que tu peux nous briefer un peu là-dessus ? Plutôt distinguer donc donation simple, qu'on pourrait qualifier, et donation partage. Si on prend la donation simple, c'est-à-dire qu'on ne va pas valider le montant, on va pouvoir reporter à la succession le montant qui est devenu la donation au moment de la succession, alors que dans la donation partage, on va valider dès la donation le montant qui a été transmis. On va peut-être prendre un exemple pour que ce soit plus simple. On a 2 enfants, un parent qui donne à ses 2 enfants, ils vont donner 100 000 euros à chacun des enfants. L'un va le dépenser parce qu'il a un train de vie, il est un peu plus dépensier, et le frère ou la sœur va capitaliser les fonds, et ces fonds vont devenir 1 million d'euros à la succession du parent. Dans le cas d'une donation simple, on va regarder ce qui est devenu cette donation et il y aura une compensation qui sera faite en fonction du montant. L'un 0 et l'autre est devenu 1 million d'euros, donc il y aura une compensation entre les deux. À l'inverse, pour une donation partage, on va valider le montant de 100 000 euros au moment de la donation et il n'y aura pas de compensation qui sera effectuée. Ouais. Donc ça protège les conflits familiaux, c'est ça qui est important. L'exemple que tu cites, il est pertinent, mais il est aussi dommage parce qu'en fait, quand je dis dommage, c'est qu'on vient de le voir dans l'exemple que tu viens de citer, en fait, il y a eu 100 000 euros qui ont été donnés à chacun des enfants au même moment. Donc on pourrait dire on est dans le cadre idéal pour une donation partage. Je le répète, une donation partage, c'est je donne globalement la même somme aux enfants au même moment, je me mets devant le notaire, j'enregistre ça et comme ça, cette donation est entre guillemets entérinée et on ne revient pas dessus, quoi. Et on peut justement tomber dans cet écueil assez facilement quand justement il n'y a qu'un seul des enfants
qui a bénéficié d'une donation à un moment précis. Alors il y a des moyens techniques beaucoup plus complexes que je n'aborderai pas aujourd'hui qui permettent justement quand même d'éviter d'avoir un rapport à la succession, mais vigilance là-dessus. Bien sûr. Et peut-être aussi l'idée, on peut faire une donation partage sans qu'elle soit équilibrée. On a aussi la possibilité de donner pas forcément la même chose aux mêmes enfants, mais au moins on l'enregistre à ce moment-là, donc ça permet d'éviter les conflits, et je pense que c'est un vrai sujet. Les conflits en fait, à bien retenir, et pour conclure sur ce point, la donation partage permet d'entériner le truc et de se dire voilà, j'ai donné tant et tant à ces enfants, on ne revient pas là-dessus. C'est ça. Voilà. Alors, à faire obligatoirement devant le notaire. Devant le notaire, principalement. Il y a forcément quelques fees associées à cette formalité, mais c'est ce que je dis à chaque fois, c'est combien ça vaut la paix des familles. Ça vaut certainement plus que les euros qui seront versés au notaire dans le cadre de cette formalité. Tout à fait. Juste, pareil, on a cette notion de don manuel. Le don manuel, comme son nom l'indique, c'est un peu de la main à la main, de personne à personne. La seule chose, et d'ailleurs, la loi de finances 2026 est venue nous le rappeler avec un peu de digital derrière, c'est pas parce que ça se fait de la main à la main que ça ne doit pas être enregistré. Un don manuel doit être enregistré aux impôts. Ça permet non seulement d'éviter aussi les conflits familiaux potentiellement plus tard, ça permet de faciliter la succession parce que c'est enregistré, et puis ça permet indirectement, si jamais je dépasse les abattements qu'on citait et puis les possibilités offertes par le fisc, qu'ils perçoivent les droits qui sont dus dans le cadre de cette donation. Tout à fait. Puis on a un abattement supplémentaire pour les donations de sommes d'argent qui nous permet le don Sarkozy, appelé plus couramment, où on a un abattement supplémentaire de 31 865. Ouais. Donc ça vient s'ajouter aux 100 000 euros qu'on a évoqué tout à l'heure. Qui est pas forcément revenu à la mode, malgré les événements récents avec notre ami Nicolas Sarkozy. C'est vrai, c'est sûr. On aurait pu avoir une recrudescence, mais c'est pas le cas. Mais en effet, malgré tout, à garder dans le coin de sa tête, parce que on reviendra de façon anecdotique sur les présents d'usage dans un deuxième temps, mais c'est dommage également de se passer de cette possibilité de don Sarkozy à 31 000 euros. C'est ça, exactement. Et puis ça permet vraiment concrètement de transmettre de l'argent, là où parfois sur la donation de 100 000 euros, on va plutôt avoir tendance à donner des biens immobiliers ou des parts d'entreprise, donc c'est un peu moins tangible peut-être pour les enfants. Tout à fait. Et on a également, petit truc et astuce, cette possibilité des fois où, comme tu viens de le dire, de donner à hauteur de 100 000 euros sur quelque chose de pas tangible, mais on dépasse aussi des fois un petit peu, donc il y a des droits à verser. C'est ça. Et justement, ces droits à verser peuvent soit être pris en charge par le donateur, soit pris en charge par le donataire. Et si jamais on choisit que ce soit l'enfant qui a reçu qui paye les droits, soit dans une optique d'éducation, soit aussi pour d'autres optimisations fiscales, je ne rentrerai pas dans le détail, ce don manuel permet potentiellement de récupérer quelques euros pour payer justement ces droits. Ouais, et puis il y a un sujet, peut-être que là on a évoqué les abattements de 100 000 euros, des fois il ne faut pas hésiter à aller un peu plus loin, quitte à payer des droits dans un premier temps pour anticiper une revalorisation des actifs qu'on va donner. Ça c'est un sujet quand même assez important. Si on a un actif qui vaut aujourd'hui 100 000 et on pense que demain il pourra valoir 200, 300, 500 par un remboursement de la dette notamment, il ne faut pas avoir peur de payer des droits pour pouvoir demain payer moins de droits de succession. Oui, alors justement, c'est un point clé qu'on retrouvait à la fois dans la première question du podcast, mais également dans celle d'après, c'est que cette notion d'anticipation, elle est vraiment primordiale pour optimiser tout cela. Comme tu viens de le dire, il y a non seulement une revalorisation potentielle du bien, notamment un bien immobilier. On voit que si on a transmis un bien il y a 15-20 ans, il y a de fortes chances qu'aujourd'hui il vaille plus cher. Mais on a aussi une solution beaucoup plus simple et comptable qui est de transmettre des parts de SCI. SCI qui possède un immeuble et qui possède un passif, un emprunt. Oui. On a un immeuble qui vaut 1 million, on a un passif qui vaut 1 million. Donc au jour où je transmets ab initio au démarrage, ça vaut 0. Sauf qu'au fur et à mesure des années, en fait, l'emprunt diminue, il est remboursé. Et donc, mécaniquement, arithmétiquement, les parts de SCI valent de plus en plus cher jusqu'à, au final, valoir le prix de l'immeuble 1 million, quoi. Exactement. Et donc, en faisant cette donation au tout début du montage de la SCI, on a une donation qui est calculée, enregistrée sur une valeur de quasi 0. Donc avec un coût fiscal de 0. Et à terme, une fois que l'emprunt est remboursé, l'intégralité revient aux donataires, donc qui ont bénéficié de la donation, sans le moindre droit, quoi. C'est ça. C'est un véritable levier à utiliser et c'est d'où l'intérêt de l'anticiper et d'en parler assez tôt. Anticiper, donc c'est le maître mot pour cette histoire de donation. On revient encore 2 secondes là-dessus, mais 100 000 euros tous les 15 ans, au final, c'est pas énorme, quoi. Non, c'est pas énorme. Quand on voit le prix de l'immobilier, notamment, restons là-dessus,
plus l'espérance de vie, etc. C'est vrai que c'est pour ça qu'on incite les chefs d'entreprise qui le souhaitent, qui le peuvent, à anticiper au maximal, parce que si tu commences à faire ta première donation à 60 ans, déjà, pour que ça marche totalement, il faut espérer que tu restes en vie jusqu'à 75. Et si tu veux en faire une deuxième, optimisée, faut que tu restes en vie jusqu'à 90. Donc on se rend compte que le nombre de cartouches que j'ai à utiliser n'est pas fou, quoi. Exactement. La loi aujourd'hui est faite comme ça. On sait qu'il y a eu par le passé des durées un peu plus courtes. On était à 7 ans, 10 ans, puis avec des montants qui pouvaient être plus ou moins importants. Ça a été évoqué aussi de pourquoi pas refavoriser à nouveau les donations plutôt que d'attendre les successions. On sait qu'il y a un intérêt économique à ce que l'argent circule, et donc peut-être qu'on reviendra sur des lois fiscales un peu plus intéressantes. Dans une optique de consommation, en fait. C'est ça. Voilà, ouais. Okay. Et puis après, il y a peut-être d'autres options. On n'en a pas parlé pour l'instant, mais on a la possibilité d'utiliser le pack du Trey pour les transmissions de parts de société. Voilà, ça peut être aussi un des leviers assez importants qui permet certes d'utiliser l'abattement de 100 000 €, mais en plus d'avoir une décote très significative sur la valeur de ce qu'on transmet. L'idée, en fait, pour optimiser fiscalement tout ça, c'est que tu as deux leviers. Soit tu joues sur les abattements disponibles que tu vas utiliser, soit tu joues sur les possibilités d'abattement de la base taxable, exactement, merci, et notamment par le Dutreil, et ou des biens spécifiques, notamment du forestier ou autre, où on doit pouvoir bénéficier. Sujet sur notamment la succession. Et puis après, on a le démembrement. C'est une des donations qu'on n'a pas évoquées, mais qui est quand même très régulièrement mise en œuvre. Le démembrement, si on l'explique rapidement, on va distinguer deux droits. On va avoir l'usufruit, qui est le droit d'habiter dans un actif, si on prend encore une fois le bien immobilier. Ou de bénéficier des loyers. Et voilà, ou de bénéficier des loyers, tout à fait. Et la nue propriété, c'est le droit de jouir, de la pleine propriété au décès de l'usufruitier. L'usufruit s'éteint et donc reforme la pleine propriété. Ça rentre dans le patrimoine du nu propriétaire. Et donc ça, c'est un vrai levier, puisqu'on a des abattements qui dépendent de l'âge de l'usufruitier. Et donc par exemple, si on a moins de 61 ans, c'est par dizaines cette partie-là. Donc si on a moins de 61 ans et qu'on a un actif qui vaut 100 000 €, on va retenir une base taxable de 50 000 €. Donc ça permet d'avoir un levier. Ça permet aussi de protéger l'usufruitier, puisque lui continue de percevoir les flux. On parle de retraite, on parle de maintien de train de vie, etc. Là, grâce à cette donation démembrée, on conserve les fruits, mais par contre, on commence à transmettre des actifs. Et ça, c'est intéressant. Notion de démembrement, c'est une notion assez technique sur laquelle on reviendra certainement sur un prochain épisode de T'as vu avec ton comptable. Mais pour faire très simple et pour résumer le plus basiquement possible, maman, elle possède un appartement qu'elle a mis en location, elle perçoit les loyers régulièrement et ça lui fait un complément de retraite. Elle a la possibilité, maman, de donner à l'un ou ses enfants la nue propriété de cet appartement. Donc en fait, au quotidien, il se passe absolument rien. Elle continue de percevoir les loyers, voire même elle peut le récupérer pour elle en résidence secondaire si cet appartement est bien placé dans un lieu sympa. Et par contre, si elle a transmis la nue propriété aux enfants, donc quand on transmet la nue propriété, forcément ça coûte moins cher que de transmettre la pleine propriété, c'est évident, et potentiellement ça peut permettre de rentrer dans l'abattement qu'on citait avant, etc. Mais en fait, le jour où il arrive quelque chose à maman, en fait la transmission elle est déjà faite. Les enfants récupèrent la pleine propriété de cet appartement sans le moindre frais. Et d'un actif qui a pu aussi se revaloriser. C'est ça aussi qui peut être intéressant, c'est de se dire on donne la nue propriété d'un bien qui pourra demain se revaloriser, et donc cet accroissement de valeur sera également transmis de ce point de vue-là. Donc là aussi c'est une notion d'anticipation, parce que le barème évolue en fonction de l'âge de l'usufruitier, donc plus on avance dans l'âge et plus ça coûte cher de faire une donation démembrée. Dernier exemple encore une fois pour dire qu'il est important, je pense que les auditeurs ils l'auront compris là, il faut anticiper. Pourquoi il faut anticiper ? Parce que les 15 ans en fait sont pas acquis le jour où tu fais la donation. Ils sont acquis le jour où les 15 ans ils sont passés. Tu vois, et si jamais malheureusement en fait tu décèdes à tes 14 ans, enfin 14 ans post-donation, et en fait l'abattement dont tu avais bénéficié il y a 14 ans, en fait il est consommé mais pas reconstitué, ce qui fait qu'en fait à ton décès en fait les enfants se sont taxés dès le premier euro qui dépasse. Donc c'est vrai que c'est moins intéressant. Donc voilà, anticiper. Mais par contre ça peut quand même permettre d'anticiper les conflits familiaux, de préparer cette transmission, même si on n'est pas arrivé aux 15 ans, mais dans l'idéal il faut atteindre ces 15 ans, mais bon, ça permet quand même des fois d'éviter des petits conflits qui peuvent arriver au moment d'une succession. Ouais, et juste, c'est ça justement cette notion de rappel fiscal, un terme un peu technique qu'on vient de décrire juste précédemment. Dernière chose pour terminer cet épisode, essayer de tenir le timing. On a bien compris qu'il y avait cet abattement de 100 000 €.
je ne sais pas si les gouvernements à terme auront une volonté d'aller au-delà ou au contraire peut-être de le supprimer parce qu'il continuera de manquer de pognon dans les caisses de l'État. C'est une option. Toujours est-il, on a pu constater au fur et à mesure des lois de finances successives qu'il y avait des fois des dispositifs qui étaient pondus par les gouvernements pour inciter telle et telle chose, relancer tel ou tel secteur, et ça vient se cumuler avec cet abattement. Est-ce que tu peux nous citer 2-3 exemples ? On en a parlé tout à l'heure. C'est ça. Aujourd'hui, il y a un sujet, c'est sur l'acquisition d'une résidence principale neuve ou la mise en place de travaux qui sont éligibles à MaPrimeRénov'. On a une possibilité de transmettre donc 100 000 € supplémentaires par parent, par enfant, et même les grands-parents peuvent donner aux petits-enfants 100 000 € également pour cet objectif-là précis. Et donc ça dans la limite de 300 000 €, donc ça peut donner un coup de pouce pour les enfants et les petits-enfants pour acquérir cette résidence principale qui est quand même assez importante en France. Ouais, c'est vraiment important de se faire conseiller là-dessus, et on peut s'arrêter 2 minutes parce que en fait on l'a vu, on l'a répété, c'est 100 000 € tous les 15 ans, c'est sympa, mais c'est pas la panacée non plus. Clairement. Et on a un prix de l'immobilier qui a explosé, et donc quand on a des dispositifs comme ça qui sont pondus par le gouvernement, faut vraiment essayer d'en bénéficier, parce qu'il y a une autre punchline que j'aime bien utiliser de temps en temps, c'est que tout ce qui n'est pas pris est perdu, et c'est vrai que souvent ce type de dispositif il est pondu pour du 1er janvier 2026 au 31/12/2027 et c'est jusqu'à la fin de l'année pour l'instant 2026. Voilà, alors là j'ai pas pris d'exemple précis, mais en effet c'est pour une durée bien déterminée, et le jour où c'est terminé, c'est terminé. Alors soit c'est remplacé des fois par d'autres dispositifs, mais ce qui n'est pas pris est perdu. Donc moi je sais qu'à l'époque pour ma première résidence principale, j'avais bénéficié d'un abattement spécifique justement sur une donation de terrain à bâtir. En fait, quand un parent donnait à un enfant un terrain à bâtir, on avait, je sais plus, un abattement, je sais plus si c'était 100 000 ou 200 000, ça devait être 100 000, et qui permettait, si tu t'engageais à construire ta résidence principale, que la donation sur ce terrain ne soit pas taxée, quoi. Et elle ne venait pas amputer les 100 000 dont on parle depuis le début. Ouais, donc c'est vrai que c'est intéressant à mettre en place, donc à en parler avec les conseils pour que ce soit bien rédigé et bien établi pour que on évite tous les conflits. Ok, et justement pour terminer là-dessus, comment vous bossez alors quand je dis comment, je pense interprofessionnalité sur ces aspects donation, avec qui tu bosses autour de la table, comment vous bossez ? Alors, on va avoir le notaire pour la mise en place d'une donation, notamment d'une donation partage. On l'a évoqué tout à l'heure, je pense que c'est important de le repréciser, mais il faut plutôt privilégier cet axe-là, et donc ça c'est les notaires qui vont pouvoir le faire. On a également des notaires sur des avocats sur certaines donations, notamment des titres de société, avec qui on peut travailler, et puis on travaille aussi avec les experts comptables sur des valorisations d'actifs, les valorisations de parts de société. On a besoin d'un expert comptable, donc l'idée nous c'est de faire ce qu'on appelle un audit patrimonial, qui permet de montrer aussi quel serait le coût d'une succession. Et donc on commence à amorcer l'idée d'une transmission qui pourrait être établie, et après on essaye de se mettre autour de la table et de voir quelles sont les meilleures options et quelles sont les possibilités qui s'offrent aux dirigeants d'entreprise. Et ça se fait dans le temps, ça se fait aussi, il y a un aspect aussi très psychologique qu'il faut appréhender, aussi bien pour les parents qui vont donner que pour les enfants qui vont recevoir. Comment ça va être perçu, est-ce qu'il y aura des incidences sur leur façon de travailler ou d'être actif. Donc voilà, ça peut être des sujets qu'on essaye d'évoquer assez en amont pour pouvoir ne pas avoir de mauvaises surprises. Ok, super, ce sera justement le mot de la fin, et puis je rappelle cette notion clé quand même qu'on n'a même pas rappelé au démarrage de l'épisode, une donation c'est se dessaisir de quelque chose, donc tu as certains chefs d'entreprise qui sont prêts éventuellement à optimiser fiscalement et à faire des donations, mais qui sont pas forcément prêts à lâcher les rênes ou à lâcher l'immeuble. C'est sûr. Donc c'est là d'ailleurs où le démembrement des fois prend tout son sens, mais on le rappelle, une donation c'est se dessaisir de quelque chose de façon réelle, parce que le fisc là-dessus veille au grain. Tout à fait. Impeccable, merci beaucoup pour cet échange, Mathieu. Merci beaucoup, Olivier. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous voulez plus de conseils pour optimiser votre patrimoine, votre gestion d'entreprise, etc., abonnez-vous à Ta Vie avec ton comptable. Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même insisté sur nombreux points clés qui pourront aider les chefs d'entreprise. C'est l'objectif de ce podcast. Bonne fin de semaine à tous, et puis à la prochaine. Merci. Salut.